La Terre est géographiquement composée d'un quart de surface terrestre et de trois quarts de surface océanique. Le corps humain moyen est composé jusqu'à 90% de son poids en eau dès la naissance. Le fœtus humain passe 9 mois approximativement in utero et dans l'eau. Tous les êtres vivants qui ont du souffle sont nés dans et ou à partir de l'eau. La Terre contient environ 368 billions de mètres cubes d'eau. Les humains, dans leur vie, utilisent moins de 10% des ressources mondiales en eau à tout moment. L'être humain moderne moyen utilise environ une centaine de gallons d'eau par jour, ce qui représente 5 fois son poids moyen, plus de 800 livres. L'être humain moyen en bonne santé peut boire jusqu'à 3 gallons d'eau par jour. Tous les mythes les plus anciens, les théologies et les cosmologies, parlent de la création comme émanant de l'eau. Toutes les lois, depuis l'Antiquité primitive, furent écrites pour réglementer séparément la terre et la mer. Les lois relatives à la terre sont devenues la loi de la terre, ou la loi naturelle, ou le droit commun. Les lois relatives à la mer sont devenues la loi de la mer, ou plutôt la loi de l'amirauté, ou la loi maritime, qui est une loi internationale, la même partout dans le monde, peu importe où vous allez. Toutes les lois, depuis des temps immémoriaux, trouvent leur origine sur une base ecclésiastique appelée le droit canonique, inspiré par les lois anciennes et le droit ecclésiastique des rois. La loi naturelle ou le droit commun préserve principalement les droits inaliénables et les besoins des êtres humains qui vivent sur la terre et qui diffèrent entre les nations. La loi de la mer, ou le droit maritime, ou loi de l'amirauté maritime, accorde principalement le droit légal à mener des activités de banque d'affaires, de corporation, de commerce international. Constatant qu'un être vivant ne peut pas vivre sur ou dans l'eau pour une période de temps prolongée, et que les océans ont été utilisés depuis l'Antiquité principalement pour voyager, la réglementation de la mer pour le trafic maritime marchand et le commerce par le droit est devenue nécessaire aux marchands des nations pour faire des affaires au niveau international. La loi de la mer, le droit de l'amirauté maritime, est universel et transcende toutes les frontières et les lois légalement. Ce qui est légal n'est pas nécessairement licite. La loi naturelle ou le droit commun du pays, qui préserve les droits et les libertés des personnes vivantes, est licite. Le droit de l'amirauté ou l'UCC, Universal Commercial Code, est légal et légalise le vol et le meurtre. Dans la Rome antique, une loi de Maxime romaine stipulait que celui qui sera trompé, qu'il soit trompé, ce qui signifie que la responsabilité de la tromperie est sur celui qui est trompé par celle-ci. En clair, si vous êtes tombé dans le panneau, ou plus communément dit, si vous avez mordu à l'hameçon, c'est votre problème. À l'insu de tous, le droit de l'amirauté, ou le droit international de la haute mer, est arrivé sur la terre ferme, comme une inondation, et fait, depuis ce temps, de chaque homme, femme et enfant, des êtres morts dans l'eau. Le mot maritime vient du langage proto-italique de mots comme mer, mare, marée et mari, qui tous signifient l'eau. Ces mots proto-italiques se retrouvent dans des mots comme commerce, marchand, maritime, mariage. L'eau qui coule via les courants dans les rivières est dirigée par leurs berges ou banques, banks en anglais. L'eau qui coule dans le monde du droit de l'amirauté maritime est l'argent, parce que l'argent représente l'eau. L'argent est currency, c'est liquide, comme dans liquidité.
money ou mon œil, mono-eye, mono-œil, ou simplement un œil, est, dans les lois bancaires de l'amirauté, l'élément moteur, le cash flow du système de merchandising et de trafic. Pour naviguer dans ce monde fictif, il doit y avoir des bateaux. Les bateaux naviguent sur l'eau, sur les mers, et quand ils veulent accoster, ils vont dans un port. Lorsque vous branchez votre appareil électronique sur un ordinateur, vous le branchez via un port USB, un port Universal Serial Bus. Le monde de l'Internet est aussi métaphoriquement lié à l'eau. Nous avons le web profond. Et lorsque vous diffusez en direct sur les médias sociaux, vous diffusez votre émission en streaming. Lorsque le navire s'arrête dans un port, il passe par un canal pour arriver au quai, à l'endroit où le navire est attaché. Là, le capitaine du navire soumet au capitaine du port un manifeste d'accostage, une licence et un manifeste des marchandises et services fournis par le navire à quai. Le capitaine du port signe alors le manifeste affirmant que la cargaison est maintenant propriété de la circonscription, ce qui inclut le bétail. Tous les navires sont déclinés au féminin. La femme est un navire. L'homme est le fabricant. Un homme délivre son sperme dans un vaisseau. La femme, elle porte la cargaison. Le sperme et le travail durent 9 mois, jusqu'à la perte des os, et le sperme, dans la cale, emprunte le canal de naissance jusqu'au port d'entrée, la salle d'accouchement. Selon le Black's Law Dictionary, l'hôpital était aussi une banque et une église. La femme ici a injecté un nouvel élément dans le stock de produits de l'amirauté maritime, dans la cargaison, le bétail. Un médecin détachera le navire de sa cargaison en faisant ainsi un produit, en coupant le cordon ombilical du navire ou du vaisseau et signera un acte de naissance, un manifeste de naissance, avec l'apposition d'un cachet sur la cargaison, une empreinte de pied ou une empreinte digitale dont l'encre représente le sang. Et après que les informateurs, qui sont vos parents, ont signé le manifeste, ce qui est clairement désigné sur le certificat lui-même, ceux-ci, les informateurs donc, informent le médecin que la cargaison, que le stock est maintenant livré et peut être réclamé par signature. Le médecin signe le certificat, ce qui fait de vous maintenant un disparu en mer, une commodité, une propriété, un stock de marchandises sous forme de cargaison, un produit non réclamé. Vous êtes maintenant légalement mort dans l'eau et votre nom apparaît en lettres majuscules sur tout autre document juridique. Et comme je l'ai dit, légal n'est pas nécessairement licite. Le mot capital, capitole, vient du latin caput, qui signifie crâne, et du mot El, qui est le nom d'après l'hébreu phénicien du dieu romain Saturne, que l'on peut trouver dans la Bible. Avec Capitole, nous avons la colline du Capitole, Golgotha. La colline du Capitole est à Washington, D.C. César, dans l'Antiquité, a régné depuis une colline, tout comme les présidents, monarques et papes gouvernent depuis une colline. Un gangster peut tirer dans la tête de quelqu'un et dire « je l'ai capé », un euphémisme pour une balle ayant causé la mort à la tête. Le mot capitaine vient du mot capitole, qui signifie argent, money,
Moinai, qui équivaut à l'eau, the current sea, la mer actuelle. Toutes les entreprises sont fictives. Elles existent sur le papier comme un vaisseau de corps mort, tout comme votre nom en majuscule sur un certificat de naissance. La Constitution des États-Unis fut créée en 1776. Mais la Constitution de l'incorporation de la Société des États-Unis fut établie en 1871. La Corporation des États-Unis fut enregistrée dans le Delaware, Maryland, en 1871 et est devenue les US Inc. Tous les citoyens de l'US Inc. ont une licence pour travailler pour l'US Inc. Ils sont des employés. Toutes les sociétés doivent avoir trois choses: un président, un vice-président et un secrétaire du Trésor. Tout dans le monde de la loi marchande et du droit bancaire s'articule autour des navires, car les navires sont transportés par l'eau, qui est la mer actuelle, the current sea, sur laquelle toutes les entreprises sont des navires. Si vous voulez avoir une voiture, vous devez obtenir un navire propriétaire. Si vous voulez être citoyen d'une nation ou d'un pays, vous devez obtenir un navire citoyen. Si vous vous engagez dans des affaires avec quelqu'un, vous devez obtenir un navire partenaire. Si vous voulez apprendre à commercer, vous devez obtenir un navire d'apprentissage. Vous voulez être diplômé, vous devez obtenir un navire bourse d'études. Vous voulez acquérir une nouvelle voiture, vous allez voir le navire concessionnaire. Si vous vous déplacez en voiture, vous pouvez entrer dans un navire communal avant de prendre le ferry. Lorsqu'un homme et une femme se marient, et ce mot lui-même invoque la loi maritime, ils concluent un contrat d'entreprise et obtiennent une licence de mariage pour exercer une activité en tant que navire partenaire. Si vous allez dans une église qui est aussi une banque selon la loi noire, vous vous rendez dans un navire culte. Tout n'est que vaisseau. Un navire fictif créé à partir de rien sur du papier flottant dans l'océan des lois des banques commerciales d'entreprise des pirates de la haute mer. Une personne, selon le dictionnaire de la loi noire, est un monstre. Selon le droit canonique, Goyim, traduit de l'hébraïque des nations du Danube, signifie bétail scellé, animal, bête inhumaine. Selon des sources rabbiniques qui font autorité en matière ecclésiastique ou canonique, droit qui comprend des préceptes talmudiques. Les goïms n'ont aucun droit. Les lois de l'amirauté s'appliquent à l'autorité du capitaine, qui est l'amiral du navire. Le capitaine, ou plutôt l'amiral, qui a un pouvoir absolu sur le contrôle du navire, peut établir les règles au fur et à mesure. Le mot admiral vient du mot admire, admirer, et du nom romain hébraïque phénicien de la divinité Saturne, El. Partout où il y a une couronne, vous feriez mieux de l'admirer, d'avoir de l'admiration pour le roi, qui est le capitaine, le commandant en chef. Sinon, en droit commun, il n'existe pas de crime sans victime, et une victime reçoit une indemnisation et la réparation des dommages. À bord d'un navire, le capitaine peut commettre des actes criminels, n'importe lesquels, et peut imposer n'importe quelle sanction. Si vous avez une maison et que vous voulez la vendre, vous allez mettre un panneau « For sale ». C'est comme mettre une voile sur un navire qui met le cap sur un autre port lorsqu'elle est vendue. Lorsque vous envoyez un colis quelque part à l'étranger, vous l'expédiez, shipping en anglais, même s'il est plus probable qu'il voyage par la terre. Si vous perdez votre maison, il est dit que votre maison est sous l'eau. Si vous avez des ennuis avec le fisc ou si vous êtes jeté en prison, il est dit que vous êtes en eau trouble. Et quelqu'un doit venir vous tirer d'affaire, bail you out. Un navire s'arrête dans un port et s'amarre sur le quai, dock en anglais. Lorsque vous vous adressez à un tribunal, votre affaire est placée dans un registre appelé docket. Tous les tribunaux terrestres sont judiciaires. Ce sont des cours de justice opérant sous un mélange de droit commun romain et de droit maritime de l'amirauté sous couronne. Ce sont des navires amarrés sur terre.
Ceci est conforme à la loi sur le pouvoir judiciaire de 1789 adoptée par le Congrès qui a fait de tous les tribunaux de district des tribunaux de l'amirauté sous juridiction maritime. Les États-Unis d'Amérique et les États-Unis sont deux entités différentes. L'une est une société, l'autre, les employés de celle-ci. Les États-Unis d'Amérique n'ont jamais gagné leur indépendance vis-à-vis de la couronne. Pendant la guerre révolutionnaire, la Charte de Virginie de 1606 accorda aux colons une licence pour s'installer et coloniser l'Amérique par le roi. Le traité de 1783, après la capitulation de Cornwallis vis-à-vis de Washington à Yorktown, contredit complètement et clairement la notion généralement acceptée et enseignée que l'Amérique a gagné son indépendance par rapport à l'Angleterre. Le premier article du traité de 1783 renonce à toute visée sur les États-Unis, à l'exception du tribut continu au roi, régi par la Charte de Virginie de 1606. La charte a été invoquée par le roi Jacques Ier, qui vous a donné la Bible du roi Jacques, King James Bible, et dans la section 9 de cette charte, je cite « Par conséquent, nous cédons à nos héritiers et successeurs la 5e partie de tout l'or et de tout l'argent, et la 15e partie de tout le cuivre, donc à obtenir ou à avoir, comme il est dit plus haut, sans autre forme de profit ou de compte à nous rendre ou à nous céder, à nous-mêmes, à nos héritiers et à nos successeurs. » La guerre révolutionnaire se termina en 1781, mais le traité de 1783 a été signé 3 années plus tard, ce qui signifie que la guerre n'était pas finie, encore moins victorieuse. Le traité de 1783 a maintenu le tribut dû par les colons au projet du roi, ce qui signifie que l'Amérique reste aujourd'hui une colonie britannique qui paie un tribut à la couronne, tel qu'imposé par la Charte de 1606. L'Amérique a été conquise. La liberté, ce n'est pas être libre. Un marin sur un navire obtient un peu de liberté quand il est autorisé à prendre un court congé et quitter le navire lorsque celui-ci entre dans un port. Un chien a une liberté en laisse quand on le sort pour une promenade. Un prisonnier obtient la liberté quand il est autorisé à sortir de sa cellule pour entrer dans la cour pendant quelques heures sous la surveillance attentive de snipers. La liberté est une licence. Il s'agit d'un privilège accordé par un dirigeant, un propriétaire, un roi, etc., à l'un de ses sujets. L'Amérique n'a jamais été le pays des libres. C'est le pays de la liberté en laisse tenue par la couronne. En 1106, tous les arrêts ou règles ont d'abord été mis en œuvre par Éléanore d'Aquitaine, après son retour de la 2e croisade où elle accompagnait son mari, le roi Louis VII. Ces derniers étaient des lois codifiées par l'amirauté maritime, qui étaient censées protéger les successions et titres des croisés alors qu'ils menaient leur croisade. Ces lois étaient basées sur le droit maritime grec de Rhodes, 900 avant Jésus-Christ, appelé Lex Rhodia. Il s'inspirait à son tour de lois maritimes codifiées de manière ecclésiastique par les Phéniciens qui créèrent leur empire maritime marchand en 1586, empire qui dura 1000 ans. En 1666, un gigantesque incendie se déclara à Londres alors que la peste noire faisait des ravages en Europe. Certains historiens pensent que le feu fut déclenché intentionnellement à partir de Pudding Lane pour se débarrasser des bidonvilles et faire place à ce qui sera finalement la City de Londres. Le Parlement, à huis clos et en secret, invoqua l'acte Sestui qui vit de 1540, promulgué par le roi Henri VIII, retravaillé et instauré par Charles Ier. Sestui qui vit est du vieux français qui signifie en anglais « This killed that life », ceci tue cette vie. Cet acte rendait tous les hommes, femmes et enfants présumés et supposés morts, et une fiducie se met en place. Selon le Black's Law Dictionary, Sestui qui vit veut dire qu'une personne dont la vie est équivalente à la durée du trust représente un contrat d'assurance
un contrat avec l'État. La durée de vie d'un trust est de 7 ans, en vertu de la loi sur la responsabilité limitée. Cet acte est un des plus diaboliques, car il élimine chacun d'entre nous et nous donne 7 ans pour récupérer notre vie. Les incendies de 1666 ont également créé la seule parcelle de terrain sur Terre à ne pas avoir de titre de propriété. Le Golden Mile, la City de Londres, qui est une société ayant son propre drapeau, sa propre constitution, ses propres lois et ses propres forces de défense et de police. Le carré du Golden Mile contient la Banque d'Angleterre, le London Metal Exchange, Fleet Street, le FTSE Stock Exchange, la Monnaie Royale et le tribunal d'Old Bailey. Les États-Unis acheminent chaque année des milliards de dollars à la Banque d'Angleterre en guise de paiement de leur tribut à la couronne. En 1913, la Réserve fédérale fut mise en place, création issue de décisions d'une réunion secrète tenue sur l'île de Jekyll en 1910. Alors que la dette des US Inc., la Société des États-Unis, a largement dépassé les réserves d'or estimées, que cette même Société des États-Unis considérait comme un étalon pour le dollar, le Federal Reserve Act fut validé la veille de Noël alors que le Congrès était en congé, donnant ainsi le pouvoir à une société étrangère d'imprimer de l'argent fictif et de percevoir les intérêts sur les fonds créés à partir de rien. Une banque ne vous prête pas de l'argent, c'est illégal. Une banque vous accorde un crédit, ce qui est légal, mais pas nécessairement licite. En 1917, la déclaration de Balfour fut introduite, ouvrant ainsi la voie à la création de l'État d'Israël en 1948. La révolution bolchevique éclata en Russie, financée et déclenchée par les banquiers de Wall Street tels que Jacob Schiff et J.P. Morgan. La même année, Woodrow Wilson signa la loi sur les pouvoirs de guerre, stipulant en fait que les États-Unis arrêtaient tout commerce avec l'ennemi, sauf avec ceux qui obtenaient une licence, ce qui excluait les Américains. Les licences furent émises en 1933. Cette année-là, les US étaient dans les conditions de l'article 11 sur les faillites. Le président Roosevelt modifia la loi sur les pouvoirs de guerre de 1917 et déclara tous les citoyens américains comme ennemis de l'État. Il y eut une déclaration d'urgence nationale le 9 mars, comprenant une loi d'urgence plaçant tous les biens et ressources de pouvoir des US entre les mains du président par la loi martiale, ce qui est toujours le cas aujourd'hui. Ceci est renouvelé chaque année par décret. La Réserve fédérale commença à imprimer de la monnaie fiduciaire et l'œil qui voit tout fut placé sur le billet de $1. Tous les hommes, femmes et enfants nés depuis sont arrivés en tant que garantie collatérale vis-à-vis de la dette de la Corporation des États-Unis, en tant qu'esclaves et ennemis de l'État. Le solde de la dette par rapport à la garantie des collatéraux est déterminé par des guerres illégales menées pour le profit, là où la dette opposée à la garantie est équilibrée, ou plutôt là où le troupeau de moutons est tondu. Ce que tout cela signifie, mesdames et messieurs, est que vous êtes tous des esclaves et de la chair à canon pour la nation dans laquelle vous vous trouvez, et que vous vous soumettez aux gouvernants qui les dirigent. Vous avez été transformés en garantie pour les dettes nationales. Tenez compte de ceci lorsque vous entendrez parler de l'effondrement imminent de l'économie. Cela ne devrait pas tarder. Quand les dettes ne peuvent pas être payées, on dit que vous êtes en eau profonde, en eau trouble, et ceux qui s'y trouvent finissent généralement par se noyer. Shylock, selon Shakespeare, a demandé 1 livre de chair pour payer sa facture. Les propriétaires de US Inc. exigent la même chose selon les statuts de l'amirauté maritime dont nous dépendons. Le soleil ne s'est jamais couché sur l'Empire romain, et Rome est tout aussi vivante aujourd'hui qu'elle l'était il y a quelques milliers d'années. Vous n'êtes que des biens possédés et soumis à la couronne, que vous le vouliez ou non. Vous êtes tous considérés comme morts et non réclamés par celle-ci, qui, elle, vous a réclamé et vous a fait esclave. Vous ne pouvez pas et n'avez pas le droit de parler pour vous-même, car les personnes décédées ne le peuvent pas. Et c'est pour ça que vous avez besoin d'un avocat pour parler en votre nom devant un tribunal. Les morts n'ont aucun droit.
Tout ceci est basé sur le droit ecclésiastique ou canonique ancien, à la racine et au cœur. Lorsque vous montez à bord d'un navire appelé Église, qui est également considéré comme une banque au titre de l'amirauté maritime, et que vous y adhérez, le titulaire d'une licence et d'un enregistrement de pasteur ou de prêtre doit vous apprendre à rester obéissant au monarque, à la couronne. Parce que celui qui porte la couronne, qui est le monarque, est le chef du navire appelé Église, qu'il est le roi, le seigneur et le capitaine du navire, appelé Église, et le pasteur ou le prêtre est un agent de la couronne. L'amirauté maritime, ou plutôt l'Universal Commercial Code, l'UCC, est la matrice qui, sous nos yeux, gouverne tout, car tout a été transformé en navire sur la mer du commerce des entreprises. Sans l'or unique qui est l'argent, qui lui-même représente l'eau, tous les navires disparaissent en mer et ne peuvent donc plus naviguer sur cette matrice fictive qu'ils ont créée de toutes pièces. Il est maintenant grand temps d'organiser une mutinerie universelle. Car nous sommes confrontés dans le monde entier à une conspiration monolithique et impitoyable qui, pour élargir sa sphère d'influence, s'appuie principalement sur des moyens de convoitise par l'infiltration au lieu de l'invasion et par la subversion au lieu des élections.